Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va se pencher sur l'entreprise Ruby. Donc avant de commencer, bien évidemment un petit rappel d'usage, donc les informations présentées dans cette vidéo ne constituent pas des conseils en investissement, celles-ci sont purement à but éducatif. Je ne suis pas conseiller financier, je suis simplement un amateur qui m'intéresse à la bourse et aux investissements. Enfin, à titre personnel, je suis actionnaire de Ruby, donc les infos présentées sont exposées à un biais supplémentaire. Donc on va analyser l'entreprise selon le plan habituel. Donc on va présenter le business de cette entreprise. On va se pencher un petit peu sur les comptes de Ruby. On va s'intéresser sur la concurrence, les perspectives ensuite de l'entreprise, petite note d'analyse technique et puis on conclura. Donc l'entreprise, il s'agit d'une entreprise française qui a une capitalisation d'un peu moins de 4 milliards d'euros. Donc c'est une mid-cap. Elle est bien sûr éligible au PEA. Elle fait partie de l'indice SBF 120. Si on essaye de la classifier selon les critères de Peter Lynch, il s'agit d'une entreprise cyclique. Elle fait partie du secteur de l'industrie et de la sous-catégorie des distributeurs spécialisés. Elle a changé récemment de secteur, j'y reviendrai en fin de vidéo. Son statut actionnarial est particulier puisqu'il y a un statut de commandite. C'est un statut particulier qu'on retrouve notamment chez Hermès ou Lagardère, c'est-à-dire qu'il y a une dissociation entre les pouvoirs de vote des actionnaires et la répartition du capital. C'est-à-dire que ça favorise les actionnaires historiques de l'entreprise qui ont beaucoup plus de pouvoir. En revanche, ils ont aussi beaucoup plus de responsabilités. Notamment, ils sont à titre personnel engagés vis-à-vis des dettes de l'entreprise. Donc un véritable skin in the game. Voilà. On voit que le groupe industriel Marcel Dassault est participé à l'entreprise pour un peu plus de 5%. Voilà pour l'essentiel de l'actionnariat. Maintenant, si on s'intéresse à son business model, celui-ci est réparti en trois grands secteurs. Donc un premier secteur de distribution qui représente 85% du chiffre d'affaires, qui consiste à la distribution de produits pétroliers donc via des stations-service dont ils sont propriétaires, distribution de bitume, de GPL. Dans des zones géographiques spécifiques, on y reviendra un petit peu après. Il y a un business qui est autour des supports et des services, donc avec plusieurs métiers qui sont regroupés dans cette partie-là, avec du raffinage, du transport maritime et de l'activité de négoce et d'approvisionnement, qui représente 15% du chiffre d'affaires. Ensuite, il y a un dernier secteur qui est le secteur du stockage. Alors actuellement, il y a une joint venture avec un fonds d'investissement américain. Ruby reste à participation à 55% du capital, qui est simplement une activité donc, de stockage de produits chimiques et parapétroliers, essentiellement en Europe. Donc si on s'intéresse à la répartition du business, donc notamment de son chiffre d'affaires, on voit que celui-ci se répartit essentiellement aux Caraïbes pour un peu plus de 50%, 35%, un peu plus de 35% en Afrique et 15% en Afrique. Maintenant, si on s'intéresse aux résultats opérationnels, on voit que 55% du résultat vient du secteur de distribution, 24% des services et 21% du stockage. Alors, pour le stockage, c'est moi qui ai extrapolé à partir des résultats de sa filière. C'est pas proprement retranscrit comme ça dans les chiffres de l'entreprise, mais je suis parti du chiffre des résultats opérationnels dans la partie stockage et j'ai pris 55% de ce chiffre-là. Voilà, tout simplement. Donc, concernant la partie de la distribution, ce qu'on voit, c'est que le résultat opérationnel, il est à peu près équivalent dans les trois secteurs géographiques, 33% pour les Caraïbes, 31% pour l'Europe et 33% en Afrique, même s'il y a un écart plus important des volumes et du chiffre d'affaires. Cela s'explique bien évidemment parce qu'il y a un écart entre les marges opérationnelles de ces produits. Ce qu'on voit, c'est que le GPL représente 43% de la marge brute. Et que donc c'est là où ils font essentiellement leur marge. Voilà. Ensuite, il y a des secteurs d'activité qui sont répartis en fonction de la géographie. Donc, leur réseau de stations-service, il est essentiellement en Afrique et dans les Caraïbes. Il y a aussi quelques stations-service en Corse, donc vraiment dans des zones géographiques spécifiques. 100% du bitume, c'est en Afrique.
Voilà, en Europe, l'essentiel du business est basé sur le GPL. Donc on voit vraiment des choix stratégiques de niche en fonction de la géographie des produits qu'ils souhaitent vendre. Un élément important, c'est que ce qui peut sembler de prime abord contre-intuitif, c'est que dans ce secteur de la distribution, les marges de l'entreprise sont peu exposées à la valeur du pétrole, hein. On voit que quelles que soient les variations des prix pétroliers, la marge reste relativement stable. Donc il y a eu en 2020 une forte baisse du pétrole, comme vous le savez, ce qui a impacté son chiffre d'affaires, mais de manière beaucoup moins proportionnelle. Les résultats de l'entreprise, hein, il y a eu une baisse de 8% des volumes et de 7% de son résultat opérationnel, et ça s'explique parce qu'elle est relativement peu sensible au prix du pétrole. Elle a bien sûr été exposée donc aux chutes des volumes, notamment suite à la baisse du transport aérien, puisqu'elle participe à la distribution de produits pétroliers pour les avions, notamment dans les Antilles. Maintenant, si on s'intéresse à la partie support, on voit que celui-ci en 2020, il y a eu une poursuite de la croissance d'un peu plus de 10%, donc un business plutôt résilient. Voilà, je rentrerai pas plus dans le détail. Voilà, il y a du raffinage, il y a du shipping. Bon, voilà. Concernant le stockage, on voit qu'il se fait à 60% en France, qu'il y a quelques autres marchés, notamment Pays-Bas et Belgique, et que l'essentiel se fait dans le pétrole et dans les produits chimiques. Voilà. Là aussi, il y a une augmentation de ce business-là, et du fait de l'association avec un fonds d'investissement américain, une volonté de développer ce business-là et de faire appel à leurs capitaux. Bon, maintenant, on va se pencher sur les résultats, enfin sur les comptes de l'entreprise. Donc, si on se penche sur le compte des résultats, on voit que l'entreprise a été fortement impactée en 2020 sur le chiffre d'affaires, mais finalement, il y a eu un maintien de sa marge opérationnelle. Ce qu'on a vu précédemment, hein, c'est que finalement, elle est plus sensible au volume à la valeur du produit pétrolier. Donc on peut imaginer qu'une fois sorti de la crise Covid, on aura un rééquilibrage de cela. Bon, maintenant, si on s'intéresse à la profitabilité, la marge brute de l'entreprise est supérieure à 30%, donc inférieure aux 40% qui définissent un avantage compétitif durable. La marge opérationnelle est faible à 9,4%. Le ROE est à 11,3%, ce qui est correct pour une entreprise européenne, sans être mirobolant. Bien évidemment, c'est à comparer aux entreprises de son secteur et pas aux entreprises de la tech, par exemple. Donc, Ruby évolue dans un environnement fortement compétitif. Elle n'a pas d'avantage a priori compétitif durable. Et il s'agit d'un milieu fortement capitalistique. On le voit avec un ROA à un peu plus de 5%. Alors bien sûr la question du MOAT, donc MOAT c'est un avantage compétitif durable, hein, c'est un des critères fondamentaux pour Warren Buffett, hein, MOAT ça veut dire douve en anglais, donc est-ce que Ruby possède un MOAT? Alors là j'ai listé les différents objets, enfin sur les différents secteurs sur lesquels peut se poser un avantage compétitif. À mon sens, Ruby n'en a pas véritablement un. Son positionnement, qui est un positionnement de marché de niche, peut-être que sur certains de ces secteurs, elle a un positionnement dominant, mais vu les marges brutes de l'entreprise, on ne peut pas estimer qu'elle est monopolistique et qu'elle peut imposer ses marges. Donc pour moi, je ne retiens pas à proprement parler de moi. Alors sa situation bilancielle, elle est bonne, hein. On a une entreprise qui est relativement peu endettée avec un dette sur equity à 0,41, un leverage à 0,35 et puis un peu plus de 300, presque 400 millions de cash résiduel à la fin de l'année 2020, donc une entreprise au bilan sain. Maintenant, si on s'intéresse à la valorisation de cette entreprise, on a un PER actuellement à 19,42, hein, qui est au-dessus de sa moyenne des dernières années. Cela s'explique avec la baisse relative de son bénéfice par action, mais ce qui devrait se corriger avec la réaugmentation de celle-ci. Le PEG est supérieur à 3
Si on prend le taux de croissance à 5 ans qui est de 6,25%, maintenant si on exclut l'année de 2020, on a plutôt une croissance du bénéfice par action à 12% sur les années précédentes. Le price to cash flow est à 10,1, ce qui est plutôt très bon. Le VE sur EBITDA est aussi à 10, donc entreprise relativement peu chère, mais ce qui est une entreprise relativement peu chère par rapport à ces différents critères. Maintenant, si on exclut 2020, enfin non, même si on inclut 2020, on voit que le bénéfice par action a une taux de croissance plutôt autour de 10% sur du très très long terme à 10 ans. Voilà. Bon, maintenant si on s'intéresse à la valorisation intrinsèque. Donc, si on part du bénéfice par action de 2020, c'est-à-dire 2,72 €, j'essaye d'estimer quel est le niveau d'entrée optimal en fonction de plusieurs critères. Donc, le taux de croissance de l'entreprise, d'une part, le taux de valorisation terminale, donc le PER, si on part sur le BPA, terminal, et ce que je mets dans le discount rate, c'est-à-dire le retour sur investissement que j'attends de cette entreprise. Donc ici j'attends un retour sur investissement de 7% sans compter les dividendes. Si dans le premier tableau j'estime que l'entreprise va avoir un bénéfice par action qui va augmenter de 8% sur les 5 prochaines années, puis de 5%, et que son PER terminal sera à 15%, donc on va dire un scénario très moyen, hein, ce qu'on peut estimer assez naturel pour cette entreprise. Mon niveau d'entrée serait autour de un peu en dessous de 39 €. Si je veux, une fois de plus, un retour sur investissement de 7% par an sans le dividende reversé. Ensuite, j'ai fait un scénario plus optimiste avec un taux de croissance plus élevé et donc une valorisation terminale là aussi plus élevée. Et puis un scénario plus négatif avec une croissance plus atone et un niveau de valorisation beaucoup plus faible. On voit que sur ce scénario-là, qui est quand même pessimiste, on ne perd pas d'argent, mais puisqu'on a une valorisation terminale à 46 € si on rentre maintenant. Alors on n'attendra pas les 7% de discount rate, hein, puisqu'il faudrait rentrer à ce moment-là plutôt en dessous des 24 €. Bien évidemment, là aussi c'est sans compter les dividendes. Donc si je pondère chacun de ces scénarios sur le tableau du bas, on voit que mon niveau d'entrée optimal serait en dessous des 40 €. Actuellement, l'action compte autour des 34 €, donc ce qui nous laisse une marge supplémentaire de plus de 10% là aussi. Donc probablement un niveau d'entrée qui peut se discuter. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Maintenant, si on s'intéresse au retour pour les actionnaires, actuellement, avec le niveau de valorisation, on a un rendement qui est à 5,29%, donc qui est élevé, avec un payout ratio à 64%. Une entreprise qui fait partie des aristocrates du dividende, puisqu'on voit que sur le très long terme, elle augmente chaque année son dividende. En plus, il y a une politique de mise en place de rachat d'actions cette année pour 250 millions d'actions, ce qui représente 5% du capital. Donc vraiment une politique très généreuse de l'entreprise vis-à-vis de ses actionnaires. Cela est à relativiser puisqu'on voit que sur la dernière décennie, le nombre d'actions en circulation a fortement augmenté et plus que doublé. Donc, on peut imaginer que si maintenant il y a une politique de rachat d'actions de manière parallèle, ils ne vont pas diluer les actionnaires, ça serait un peu contre-productif. Alors maintenant, si on s'intéresse à la concurrence, je n'ai pas trouvé d'entreprise équivalente, hein, à proprement parler à Ruby, puisque c'est une entreprise un peu hybride, à la fois sur le secteur de la distribution, elle est en concurrence avec des grandes majors, style BP, Total, dans le réseau de distribution, pour le stockage à d'autres entreprises. Enfin bref, c'est une entreprise un peu hybride, donc c'est difficile de la comparer à d'autres entreprises. Bon, moi j'ai pris le parti de la comparer à Vopak, qui est une entreprise néerlandaise essentiellement sur le stockage. Hein, on a une capitalisation qui est relativement proche, un chiffre d'affaires pour Ruby qui est beaucoup plus important, mais une marge brute qui est là beaucoup plus faible, hein, de 30% contre 75% pour Vopak. Un VE sur EBITDA qui est plus faible sur Ruby, mais ça se comprend vu les marges opérationnelles. Un retour sur equity qui est plus élevé chez Ruby, donc ça c'est intéressant. Une croissance du bénéfice chez Ruby qui est quand même beaucoup plus élevée, qui est à 6,25% sur 5 ans, en incluant 2020 qui est une mauvaise année, qui était plutôt supérieur à 10% les précédentes années.
alors que Vopak est plutôt une entreprise à très très faible croissance, hein. Elle a plutôt une croissance en 2020 et les années précédentes a été plutôt en régression, donc, euh, donc à pondérer. Une entreprise qui est pour Ruby un petit peu moins endettée, un rendement qui est actuellement nettement supérieur. Alors c'est une comparaison à titre indicatif, hein. Les entreprises sont pas superposables, elles évoluent pas tout à fait dans le même secteur, elles n'ont pas tout à fait le même business model, donc on ne peut pas proprement parler les comparer. Bon, si on s'intéresse à la performance boursière, surtout par rapport à son indice, on voit qu'elle ne sous-performe pas le SBF 120 sur les 10 dernières années, elle est à peu près à la même performance, elle avait largement surperformé, et puis depuis 2018, il y a une forte baisse de Ruby, ce qui fait qu'elle a corrigé. Bon. Voilà. Bon, maintenant, si on s'intéresse aux perspectives de l'entreprise, donc ça c'est la politique affichée de l'entreprise, hein. Elle va poursuivre son investissement dans l'accès à l'énergie, surtout dans les pays émergents. Elle va s'orienter, puisque c'est très à la mode, dans des énergies moins carbonées. Elle va augmenter son potentiel de stockage dans sa joint venture. Euh, bon. Et elle va aussi essayer de se diversifier. C'est ce qu'elle a fait récemment en rentrant au capital d'Hydrogène de France, hein. Hydrogène de France, c'est une entreprise qui a récemment fait son IPO. C'est une entreprise qui participe, enfin qui souhaite participer à produire de l'électricité à partir d'hydrogène, mais hydrogène issu d'énergies renouvelables de type éolien et solaire, avec un objectif de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une marge de 35% à l'horizon de 2025 pour Hydrogène de France. Donc Ruby participe à 18,5% dans cette entreprise pour un montant d'un peu moins de 100 millions de dollars. Elle a signé qu'elle aura une priorité pour investir dans les projets d'Hydrogène de France dans les 5 années à venir, notamment dans les secteurs géographiques qu'elle connaît bien, qui est l'Afrique, l'océan Indien, les Caraïbes et l'Europe. Donc voilà, une volonté de diversification et une volonté de verdir le bilan de Ruby. Alors maintenant, une petite note d'analyse technique. Là, vous avez une représentation en chandelier japonais avec des données mensuelles. Ce qu'on voit, c'est que c'est une entreprise qui a été très dynamique jusqu'en 2018 et que depuis 2018, depuis le pic de 2018, elle est en décroissance. En tout cas, sa valorisation est en décroissance puisqu'elle a perdu quasiment plus de 48% par rapport à ses plus hauts historiques actuellement. On voit qu'il y a une zone de support de très très long terme qu'on a touché à plusieurs fois, donc notamment au pire de la crise en 2020, qu'on a travaillé pas mal en 2016 et qui a été les pics aussi avant la crise de 2008, qui est une zone autour des 30-35 euros que je vous ai représenté en vert là et dont on est actuellement dedans. On pourrait imaginer que l'entreprise rebondisse à partir de cette zone support. Que ça soit une zone de support, bien évidemment, il faut qu'elle rebondisse dessus, hein. Bon, en conclusion, avant de conclure, la petite checklist pour garder les pieds sur terre, hein, c'est les conseils de base une fois qu'on a analysé l'entreprise. Donc, est-ce que je comprends le business model? On va dire modérément, hein. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'énergie, mais je comprends ce que c'est qu'un réseau de distribution de pétrole. Je comprends à peu près là où elle fait ses marges, hein. Là où je comprends ce que c'est que de stocker du pétrole. Donc, je comprends grosso modo le business de cette entreprise. Est-ce que ce business-là sera toujours là dans 20 ans? Ben oui, hein, il y aura toujours besoin de pétrole, notamment dans les marchés sur lesquels elle évolue. Il y aura besoin de GPL, de bitume aussi. Et puis, donc c'est une entreprise qui sera toujours là dans 20 ans. Bon, consommateur, c'est non pertinent comme question. Alors, l'histoire du nouveau frigo, c'est le conseil de Peter Lynch, hein, c'est avant d'acheter ou une fois que vous avez acheté une entreprise, c'est de passer plus de temps sur l'analyse de cette entreprise que sur l'achat de votre prochain frigo. Donc, suite à ce topo, j'estime que oui. J'ai passé plus de temps à l'analyser qu'à me pencher sur mon frigo. Est-ce que c'est une entreprise qui va être disruptée? Non, je vois mal comment la distribution du pétrole, le stockage du pétrole ou du GPL va être disrupté puisque
on aura encore besoin du pétrole, y compris dans 20 ans, et surtout dans les marchés dans lesquels elle évolue. Alors, pour moi, un des gros bémols, c'est qu'à mon sens, il n'y a pas de moat. La croissance de l'entreprise était satisfaisante si on exclut 2020. Et pour moi, c'est pas un potentiel debugger. Au vu de, enfin, c'est pas un potentiel debugger au vu de la capitalisation actuelle et du taux de croissance actuel. Alors, en conclusion, les éléments qui sont pour moi qui poussent à investir dans cette entreprise, ben, c'est qu'il y a actuellement tout pour un potentiel rebond. Probablement que les résultats vont être en amélioration post-pandémie, que récemment Ruby a changé de secteur dans sa classification indicielle, parce que comme vous le savez actuellement c'est pas du tout à la mode d'investir dans le pétrole, et donc de nombreux investisseurs n'investissent plus dans des entreprises qui étaient liées au pétrole, elle était classée dans les parapétrolières préalablement, et maintenant elle s'est reclassée dans les distributeurs spécialisés. Donc on peut imaginer que certains investisseurs re-rentrent dedans, ça plus les investissements indiciels. Est-ce que aussi l'aspect technique, on pourrait être sur une zone de rebond, pourquoi pas. Actuellement, la valorisation actuelle me semble intéressante si on s'intéresse à la valorisation intrinsèque, avec en plus une marge supplémentaire de sécurité. En plus, vous avez une entreprise qui a une politique généreuse de dividendes et de rachat d'actions actuellement. Et puis, c'est une entreprise au bilan sain. Les éléments contre, c'est qu'elle n'a pas de moat, même si elle évolue sur un marché de niche, à la fois géographique et de produits dans sa géographie. On peut pas, moi je retiens pas le moat, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, c'est une entreprise qui n'est pas très sexy, hein, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'actuellement, tout ce qui a trait au pétrole, de près ou de loin, c'est pas très à la mode, et probablement que c'est pas près de le revenir. Mais est-ce que c'est justement pas là où on a une marge de sous-évaluation du marché par rapport à la véritable valeur de l'entreprise? C'est une question. Donc est-ce que c'est un avantage, est-ce que c'est un inconvénient? Ça, je vous laisse juger. Et puis le gros point clé, c'est qu'il faut que l'entreprise rebondisse et renoue avec la croissance, avec des chiffres à deux chiffres, hein, justement. Et à ce moment-là, probablement que la valorisation rebondira. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'analyse, ce que vous pensez de l'entreprise Ruby. Bien évidemment, ce n'était pas un conseil d'investissement. À vous de faire votre propre analyse. Et puis à bientôt. Au revoir.